11h dans Bouchard en parle. On va continuer de parler politique un peu parce que c'est toujours un plaisir de le faire avec ma prochaine invitée, Valérie Gaudreault, qui est chroniqueuse au Soleil. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe. Dis-moi, là, on vient de parler avec Mme Bourdon, oui. qui était, la candidature qu'on a retenue hier. Sans faire trop de temps sur Mme Bourdon, là, il commence à avoir des blitz. On le voit, hein? Le Parti québécois a annoncé certaines candidatures. Là, la CAQ traînait du pied un peu. Oui. Je pense que le Parti conservateur en a annoncé quelques-unes aussi dans les... on l'a vu avec Marcel Bouchard, là, il y a quelques semaines de ça. Je pense que c'était la semaine dernière du côté de Portneuf. Là, je veux savoir. Maintenant, si on parle de la coalition Avenir Québec, on va parler de la CAQ un peu. Mais, j'ai vu des candidatures passer, puis je me suis dit, alors soit ils recrutent dans les écoles secondaires, les candidats, ou en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup de candidats à la CAQ qui sont des gens qui travaillent pour le parti. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont personne? Ou c'est parce que ce sont des gens convaincus qui voulaient faire le saut? C'est quoi? Qu'est-ce que ça montre? Il y a un mélange des deux, mais il ne faut pas se cacher. Là, si Mme Fréchette pouvait avoir de grandes candidatures d'envergure nationale, des gens qui ont un grand parcours, c'est sûr qu'on le saurait. Hein? Et force est d'admettre que jusqu'à maintenant, je doute pas de la qualité de ces individus-là, de leur engagement. On a vu une séquence aussi là, dans Brome-Missisquoi, par exemple, Manuela Goya de Tourisme Montréal. C'est des gens qui sont très connus dans leur milieu, mais jusqu'à maintenant, on parle de candidatures peut-être davantage locales, de candidatures dans leur circonscription. Quand on voit des jeunes, il faut se rappeler aussi quelque chose avec la CAQ. Rappelons-nous, il y a eu un caucus où les jeunes caquistes ont dit on voudrait au moins, on disait 25 députés en bas de 30 ans. En bas de 30 ans. Et ça a fait un peu rigoler parce que la nouvelle était sortie qui a envoyé un courriel à leur, un peu à l'interne, mais ça, c'est pas des candidatures spontanées. Là. Si tu envoies un courriel dans ta liste, qui est des jeunes, l'aile jeunesse, des jeunes militants, des bénévoles ou du staff, comme tu dis, là, ça fait que tu es un peu dans une tale convertie. Alors ça, on avait un petit peu, on se disait, c'était-tu un bon signe? À quand on nous avait dit, non, au contraire, c'est des candidatures ouvertes, peut-être des gens qui n'ont pas pensé, mais de toute façon, 25, il y en a toujours bien 100 autres à trouver, parce que, on sait qu'il y a quand même plusieurs députés qui restent, mais c'est sûr que le message que ça envoie, on l'a vu, souvent on voit ça en fin de parcours. Hein? Tu sais, quand on arrive, là, la campagne est sur le bord de commencer, puis là, il nous reste quelques postes à combler. Des fois, c'est comme, vas-y donc. Tu sais. Mais il y a quand même un peu de positif là-dedans, parce que souvent, on se dit, il n'y a pas assez de jeunes qui sont intéressés par la politique. Donc là, clairement, il y en a. Oui. Ils sont peut-être fait proposer de y aller, mais on leur a pas tordu le bras tout de même. Ils sont intéressés par la politique. Peut-être que ça peut faire en sorte que certains jeunes vont s'y intéresser également. Bien sûr. Il y a d'abord, j'ai vu hier dans Rouyn-Noranda, Béatrice Derry. Elle a travaillé à la campagne de Bernard Drainville. Attachée de presse de Bernard Drainville. Jeune femme absolument allumée. Moi, je l'ai vue aller, puis je me dis, quand même, amener une campagne de 3 mois. Donc, c'est sûr que c'est une porte d'entrée aussi. C'est des gens qui ont peut-être une meilleure connaissance aussi de la réalité. Hein, on parlait de candidature. Rappelons Maître Néverette là, qui s'est rendu compte là, il y a quelques semaines pour les libéraux que, finalement, c'est beaucoup. Est-ce que j'ai la disponibilité? Il a parlé de l'énergie, de la fougue nécessaire. Alors, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là. Lorsqu'on prend des gens qui ont une expérience terrain, qui ont mené une campagne à la chefferie ou qui ont accompagné dans la joute parlementaire des élus, on a quand même une idée là, de la game à quoi s'attendre, mais il y en a pas moins que ça fait parfois plan B, il ne faut pas se le cacher. Quand on parle des jeunes candidatures, effectivement, on a l'impression qu'ils vont devenir des politiciens de carrière. Ouais. Tu commences très jeune, je dis pas que tu n'as rien fait, mais tu n'as pas 30 ans d'expérience dans un domaine, mettons. Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche, tu penses, dans l'électorat, des jeunes qui ont justement pas tout ce bagage-là puis qui sont pas étiquetés avec quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, on aime mieux, de manière générale, des gens qui arrivent avec un bagage bien précis? Très bonne question. Moi, je dirais qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Parce que si on n'a que des gens, tu sais, des politiciens de carrière, on en a vu, des gens qui ont très peu d'input dans leur milieu. Parfois, ce qu'on cherche en politique, puis c'est ce qui, à mes yeux, a fait, pour l'instant, je continue à dire que moi, ce qui m'impressionne le plus pour l'instant, c'est les candidatures du Parti libéral dans la région de Québec. Vous avez Mme Bourdon il y a quelques minutes, mais des Alain Chandonnet, de Lino, des gens qui arrivent avec,
monsieur le haut gradé de la SQ, Charles Hudon, des gens qui arrivent vraiment avec une lecture de leur vie d'avant et qui, là, arrivent dans un moment de leur vie, de leur carrière, où ils se disent, OK, là, ça me tente. Si tu commences ta carrière par le pouvoir, ou que ce soit l'opposition ou autre, c'est sûr qu'à ce moment-là, la recherche d'expérience qui donne un regard différent sur la société, à mon avis, c'est moins riche. Ouais. Mais je veux dire, on a un Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, qui est essentiellement élu à la Chambre des communes depuis qu'il a 24 ans. Tu sais. Ouais. C'est quoi le poids d'une candidature vedette? Parce que j'ai l'impression que c'est très recherché. Hein? Ils veulent des gens qui sont connus dans leur milieu. On l'a vu, il y a Farnel Morisset aussi là, qui habite tout près et qui se présente dans Tachereau contre Étienne Gramont, qui est un influenceur, un vulgarisateur connu sur les médias sociaux. Mais qui a pratiqué le droit. Il y a quand même qui a pratiqué le droit, oui, il y a un certain bagage. Il y a des années d'expérience. Il y a un certain bagage. À quel point, tu sais, j'ai l'impression que c'est très, très, très recherché, mais qu'est-ce que ça nous a appris avec le temps? Est-ce que les candidatures vedettes ont autant de poids qu'on peut le penser? Ben, plus t'as de poids, plus t'as d'attente, plus t'as la déception potentielle. C'est ça, parce que le on... revers, il peut arriver vite dans ce temps-là. Là. On en a eu... je me souviens chez les libéraux à l'époque de Jean Charest, Marc Bellemare, qui est arrivé avec le no fault. C'était sa grande mission. Ministre de la Justice, au départ. Il arrive, était un peu déçu peut-être de la vie politique, la capacité à faire passer ses idées précises. Pierre Fitzgibbon, je le mentionne un peu de mémoire aussi, c'est quelqu'un qui arrive, wow, OK, c'est quoi son aura? C'est le monde des affaires, c'est l'efficacité. Mais quelqu'un qui arrive comme lui, il sent en merde au Parlement. Il l'a dit, je veux dire, il a quitté parce qu'il trouvait ça plate. C'est quand même, il faut le faire, là. Donc, puis bon, il nous a laissé un petit héritage Nordvolt par la bande. Oui, il y a ça. Mais ça prouve qu'il y a ça. C'est pas vrai que toutes les candidatures vedettes sont prêtes à être des élus, à accepter les règles de la joute parlementaire, à accepter la patience que ça prend pour faire bouger certains enjeux. Alors, c'est un peu l'effet pervers de ça dans certains cas. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on se repart, on regarde... l'an dernier, à la même date, François Legault arrivait avec Bernard Drinville, qui a quand même, qui avait un grand passage, même qu'on pouvait reprocher un peu des changements d'allégeance, mais il en demeure pas moins que c'était quelque chose. Martine Biron, après, on peut critiquer les journalistes qui font le saut en politique, mais c'était quand même quelqu'un. Mais à l'époque, il faut pas se cacher, il y a un an, je pense qu'on en parlait la semaine dernière ensemble avec Hugo, il y a un an, j'ai regardé les sondages de 22 juin, un léger où M. Legault est à 41 Fait que des candidatures vedettes à qui tu promets d'être ministre de la Santé, de la Justice, c'est pas mal plus attrayant, alors qu'actuellement, on a 5 partis, course à 3 particulièrement, PQ, CAQ, PLQ, qui peuvent même pas dire « tu seras pas dans l'opposition ». C'est un pensez-y bien, là. Quelqu'un là, qui gagne 400-500 000 au privé ou qui est dans la caisse de dépôt ou qui est dans une entreprise privée, qui a cette liberté et là, tout à coup, se dit « Oh, OK, je veux aller en politique, mais je vais-tu quitter ma job, moi, pour me planter dans 4 mois? » Et à quoi est-ce qu'on s'attend? Hier, on recevait Pierre-Luc Lachance, qui était, évidemment, au municipal, c'est pas la même chose, mais on parlait de la préparation ou surtout de bien comprendre dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Quand on arrive, justement, dans des milieux, des fois, le privé, on est habitué, c'est l'efficacité, ça va vite. Là, tu arrives en politique, c'est long, tout est long. Est-ce qu'on leur explique bien aux provinciales dans quoi ils s'embarquent? Ben, c'est une excellente question, parce que tant que tu l'as pas vécu, moi, il y a des gens qui me parlaient de Maître Verrette, parce que jusqu'à maintenant, moi, il n'y a rien au Parti libéral qui me dit qu'il y aurait d'autres raisons que de dire « Oups, c'est ça, là. OK, je cogne aux portes les barbecues puis les fêtes de quartier, là, c'est déjà commencé depuis le mois de mai, là. Tu sais, c'est pas 36 jours de campagne, là, c'est maintenant, là. C'est sûr que tant je présume que oui, on essaie de les préparer, on l'explique, mais les gens ont leur rythme, des fois, les attentes, comme on disait, des gens, des fois, ça peut être aussi banal que d'avoir été dans un bureau où t'as beaucoup de gens qui travaillent pour toi. Hey, partir une campagne, là, t'as beau être un parti établi, c'est quelque chose, là, de trouver ton directeur de campagne, poser des pancartes, ton financement. Il y a beaucoup de choses. Je pense que cet aspect-là, moi, pour connaître des gens qui ont fait le saut, notamment au municipal, qui est beaucoup moins lourd que le provincial, ils ont dit, oh, OK, quand même, il y a beaucoup d'autonomie demandée là, par les candidats. Donc, c'est sûr qu'il y a ça. Le training, je dirais aussi par rapport aux médias. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Oui. Pour avoir travaillé comme attaché de presse, là, et tabarouette. Non, mais c'est quelque chose. Puis aussi, il y a quand même une affaire, c'est que les politiciens arrivent pas tous, lorsqu'ils sont nouvellement élus puis qu'ils sont pas issus du milieu de la politique, arrivent pas tous dans une disposition de genre, je suis une pâte à modeler, modelez-moi. Oui. Il y en a qui sont très récalcitrants à se faire dire,
dire par un attaché de presse qui ne connaît pas, qui a 20 ans de moins qu'eux, voici ce que vous devriez dire, puis voici à la fin. Les autres sont comme, hey, t'as peu, toi, là. Moi, j'ai bâti ma carrière en disant, c'est pas mal ce que je voulais. C'est pas toi, Jeannot, qui va venir m'expliquer. Alors que finalement, et parfois, certains attachés de presse ont raison. Ils savent dans quelle direction s'aligner parce que les journalistes, avec le temps, ils développent une relation avec les attachés de presse. On sait un peu certains patterns, certaines choses qu'ils vont retenir. Les politiciens, des fois, peut-être qu'on les surestime un peu à leur capacité à savoir ce qui va retenir l'attention dans les médias cette journée-là, dans ce qu'ils viennent de dire. C'est bon, parce que j'ai deux choses, mon Dieu, juste ce sujet-là, moi, me passionne. La relation entre ce qu'on appelle, dans nos vieux cours de com, on parlait d'agenda setting, c'est-à-dire quel est l'intérêt du média par rapport à celui de l'élu dans ce qui sera finalement ressortira le lendemain. J'ai deux exemples. Toute la question du franc-parler, tu sais, puis je nous trouve, moi je le dis souvent, je suis autocritique des médias parce qu'on est les premiers à saluer des questions de transpartisanerie, franc-parler, ils brisent un peu la ligne de parti, tout ça. Mais en même temps, je le sais, là, puis j'en fais partie, là, qu'elle l'ajoute à l'Assemblée nationale quand Mathieu Lacombe laisse entendre qu'il voterait oui. Ben là, c'est « Oh! » Il remet en question le pouvoir de la chef. La CAQ n'a plus cette ligne neutre par rapport à un référendum. Il y a des faux péquistes à la CAQ. T'sais, on est puis on mord après là ce qu'on estime être le plus, disons, nouveau aussi. Il y a tout un élément de nouvelle à travers ça. Faut pas l'oublier. Mais je pense que parfois, puis Fanel Morissette là-dessus, sans critiquer là, d'avoir ressorti de ce balado son ouverture en reprenant un peu la position historique de Robert Bourassa, où il a dit, si toutes les questions constitutionnelles, il n'y a plus rien qui marche, la souveraineté reste dans notre poche. Mais c'est vrai que Bourassa l'a toujours dit. Puis dans une heure de balado, il dit on a retenu 8 secondes. Ouais. Ben ça c'est à l'apprendre à la dure. Le métier. Ouais, c'est le métier. C'est effectivement le métier. Puis dis-moi, en fait, là, c'est sûr que nous, comme médias, ça nous alimente. Il y a une campagne là, qui est déjà non officiellement entamée. Puis c'est le fun, tu sais. Puis je me demandais pour les citoyens, là, en général, il y en a bien qui nous écoutent, là, que les campagnes, ça les fait chier. Ils n'aiment pas nécessairement la politique. Ils ont l'impression de se faire remplir par les politiciens. Pourquoi cette campagne-là, celle qu'on s'apprête à vivre, est particulièrement intéressante par rapport aux autres? Ah, ben ça, c'est très intéressant. Puis je salue et je remercie tout le monde qui nous écoute à parler de politique en plein mois de juillet, le lendemain du show de Limp Bizkit. Bravo. Ça prouve qu'il y a une année particulière, année électorale. Tout est possible. On a une vraie lutte à trois. Tu sais, quand on dit ça, des fois, on a l'impression que c'est un peu ça va être une campagne excitante, puis ça va faire triper 3-4 analystes comme nous autres, là. Mais la réalité, c'est que c'est vrai qu'on ne le sait pas. Il n'y aura pas beaucoup de sondages avant le mois d'août. Là, on sait, là, en tout cas, à ma connaissance, là, on laisse entendre qu'il n'y en avait pas, mais ça peut continuer à bouger. C'est pour ça que la CAQ donne tout ce qu'elle peut pendant ce court mandat de Christine Fréchette pour multiplier les annonces, puis ça va se terminer vendredi prochain. Officiellement les annonces gouvernementales, puisqu'après ça, il y a une coutume là, qui dit que, oups, là, Mané, tu commences à mélanger un peu tes deux chapeaux de promesses électorales versus des annonces. Donc, cette campagne-là, elle sera intéressante pour ça. Elle marque une fin de cycle aussi. Le Québec, on a... moi, j'ai toute mon enfance, je t'entendais que Mme Bourdon parler que t'es né en 1990. Moi, c'est bon. Parti québécois, Parti libéral. 13 ans plus tôt, mais quand même, j'ai grandi avec cette dualité PQ. Les rouges, les bleus. Le mononcle souverainiste, puis qui chicane avec le beau-frère fédéraliste. Jusqu'à temps que l'ADQ s'invite. Jusqu'à l'ADQ, donc début des années 2000, plus ou moins, cette confirmation de la troisième voie. On sort de 2 mandats de cette... C'est comme si le Québec avait dit, OK, on met en pause le débat constitutionnel, oui-non. Et là, c'est revenu en force. Peut-être que la CAQ va se recréer un chemin à travers ça. Mme Fréchette a quand même réussi à, visiblement pour l'instant, sauver les meubles de la catastrophe d'après François Legault. Mais... c'est de retour, là, cette perspective référendaire, même si l'appui à la souveraineté demeure faible autour de 30 %. On a un chef péquiste qui, pour la première fois depuis des décennies, là, est assez convaincu de dire qu'il va y avoir un référendum, quel qu'il soit. Alors, cette dynamique-là revient. C'est plus clairement la CAQ. On sort de 2 élections, particulièrement celle de 2022. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de suspense. Alors, je pense que tous ces ingrédients-là, et surtout, j'ajouterais...
plus ou moins 5 nouveaux chefs. Seulement Éric Duhem et Paul Saint-Pierre Plamondon auront participé au dernier débat des chefs en 22. Alors, on a des nouveaux visages. Christine Fréchette, Charles Milliard, on a Ruben Gazal. C'est-tu tant difficile que ça, un débat des chefs? Si tu arrives là, puis c'est un élément nouveau, c'est des politiciens qui sont habitués à débattre, à poser des questions. C'est-tu tant que ça quelque chose qui aide de l'avoir déjà fait? Ben, moi, je pense que oui. Je ne sais pas jusqu'où, en 2026, c'est encore aussi fort. L'histoire de la politique contemporaine est faite là, de grands débats. Là. Moi, je capote Nixon, puis les époques, les premiers débats de Jean Lesage, où on a vu que cet exercice-là rentrait dans tous les foyers en même temps. C'était souvent la seule véritable impression que les gens avaient d'un élu. C'est quand même modifié avec les réseaux sociaux. On les voit davantage. Il y a même 5 événements de débats ou formules débats qui sont organisés. Alors, il y a un petit peu moins là, ce grand rendez-vous que ça pouvait être avant. Mais encore, rappelons-nous, Françoise David, je crois que c'est le débat de 2012, avait beaucoup frappé l'imaginaire. J'ai fait une entrevue bilan avec Manon Massé de sa carrière politique. Elle dit, moi, en 2018, tout a changé quand j'ai fait le débat des chefs. On riait de moi de ma moustache. Tout à coup, on s'est dit, coudonc, cette femme-là, elle est pas pire, elle est bonne, elle a quoi dire. Elle tranchait à côté là, bon, faut le dire, là, quelque chose d'un petit peu plus générique. Là, des vestons-cravates. Vestons-cravates, M. Legault. Il y avait M. Couillard. Donc, on était dans quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Elle arrive. Jack Layton, débat, ça avait été la vague orange, partie en bonne partie grâce à de bonnes performances au débat. Les gens ont le sentiment d'apprendre à les connaître. Moi, je pense que c'est encore un exercice intéressant et le degré de préparation est encore très important. Quand on le voit là, dans l'agenda des chefs, d'ailleurs, plus il y a de débats, plus c'est un enjeu parce que là, c'est une grosse 2-3 jours, je ne sais pas, mais souvent presque une journée de congé de terrain pour se préparer. Alors, on prend ça encore au sérieux du côté des équipes. PSPP s'était aussi démarqué lors de la dernière élection dans les débats parce qu'il gardait son calme, lui. Ah oui. C'est ça que les gens, je pense, avaient apprécié. Ben, c'est aussi que c'était une free ride un peu. Parce que le PQ n'était pas une menace réelle vraiment aux dernières élections. Maintenant, c'est autre chose. Oh oui. Si on revient à ce fameux clivage rouge-bleu, puis le référendum, quand on avait parlé justement avec l'animateur du balado Génération Oui, on avait abordé le fait que ce serait la première fois où cette question-là viendrait à l'époque des réseaux sociaux. Oh, c'est vrai. Quel impact tu penses que ça peut avoir sur la question? C'est-tu un avantage? C'est-tu un désavantage? Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on est dans cette ère-là. Non? Oui, c'est très intéressant parce qu'il y en a qui n'ont jamais arrêté. Je prends des artistes, par exemple, Pierre-Luc Briand, Isabelle Blais et sa conjointe, qui sont les deux qui sont candidats. Puis les autres, écoute, je veux dire, ils parlaient de souveraineté en 2020. Là, c'était pas nécessairement l'écoute la plus importante. Moi, je pense qu'il y a un nouveau courant. Ça peut jouer. Il y a des nouvelles images, nouveaux porte-parole. On l'a vu, il y a certains artistes là, qui, par les réseaux sociaux, sont venus chercher une espèce d'intérêt pour la question nationale. Ça peut jouer. Ça peut aussi dire que ça va jouer dur. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le mouvement souverainiste actuellement, c'est qu'on a quand même 2 visions. Hein. Il y a 2 partis. Québec solidaire, bien que ce soit pas toujours son numéro 1, c'est davantage la justice sociale, disons, son article numéro 1 que la souveraineté. Mais il y a aussi, à l'intérieur des troupes souverainistes, on va en sentir de la division. Québec solidaire a sorti la semaine dernière son guide là, pour Québec nouveau, là, cette vision, c'est une 20aine de pages d'un manifeste pour un Québec beaucoup plus inclusif. La question autochtone est très présente, la question d'égalité, tout ça. Là, on a le Parti québécois qui présentement est perçu comme plus de centre-droit. Donc, il y a aussi ça. Je pense que ça va animer beaucoup les réseaux sociaux. J'ai l'impression, là, tous des enjeux malheureusement très épineux, des questions de genre, des questions d'immigration. On sait à quel point c'est délicat. Ça se peut qu'il y ait des moments pas beaux. Là. Ça peut ça va être intéressant dessus. Ça, parle-moi un peu de l'Assemblée nationale. Parce que, généralement, là, bon, la session est terminée, mais tu es à l'Assemblée nationale quasi quotidiennement. Oui. Bon, à ce moment-là, vous côtoyez les politiciens. Tu sais, en passant, les journalistes puis les politiciens, c'est pas 2 entités qui s'ignorent. Là, souvent, et ça se parle, puis il y en a qui se connaissent là-dedans. Mais il y a des clics. Puis moi-même, quand j'ai travaillé comme attaché de presse,
à un moment donné, moi, je connaissais pas encore les règles et tout ça, les lois non écrites. Je passais dans le coin des libéraux, OK? C'était comme sur mon trajet pour me rendre où j'avais à aller. OK? Puis il me l'était fait dire assez vite que non, on veut pas que tu passes ici. Tu vas faire le tour parce que tu passes pas dans notre bout, puis c'est tout. Puis je m'étais trompé de cuisinette au début. J'avais fait chauffer mon lunch chez les libéraux. Puis, ah oui, je vois l'aile. T'as pas d'affaires ici. L'aile où on se perd toujours quand on va faire l'entrevue avec un député de l'opposition. Là. Ben, puis ça se ressemble au début de l'Assemblée nationale quand tous les étages sont Bien pareils au sûr. départ, les bureaux et tout ça. Donc, il y a quand même... C'est quoi l'ambiance qui règne lorsque tu es là? Est-ce que y a-tu, justement, à l'approche des élections, une nervosité que tu sens chez les politiciens? Est-ce que, justement, les péquistes qui étaient trois au départ, qui sont dans leur bureau au grenier de l'Assemblée nationale, ils se tiennent-tu discrets, s'intègrent-tu aux autres? Comment ça se passe entre eux là-bas? Ah, ben ça, c'est intéressant. Moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très... il y a une routine. Hein? La grande place pour les oppositions, c'est ces fameux scrum dans excusez les termes anglais, mais c'est... Mais les presses. Là, donc, quand le politicien s'arrête et que les journalistes l'entourent avec leur micro et tout ça. Absolument. Et il y a aussi dans la salle Bernard Lalonde qui s'appelle le Hot Room pour plein de raisons, parce qu'il fait chaud pour vrai. Ouais. On a failli perdre Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques semaines. À un moment donné, il parlait et il disait... C'est-tu moi où il n'y a plus d'air ici? Non, écoute, c'était une période bizarre de climatisation du vieil immeuble du Parlement. Il n'était clairement pas aligné avec la chaleur extérieure. Alors, il y a eu vraiment... c'est chaud physiquement, là, quand une dizaine de journalistes et plus, là, des caméramans, tout ça. Mais c'est chaud aussi parce que le ton monte parfois. C'est difficile. Là, le scrum traditionnel, on peut continuer notre chemin. À la limite, l'attaché de presse tire un peu là, sur le veston. Là, puis, OK, c'est fini, plus de questions, on continue notre route, alors que là, quand tu es au micro, c'est plus difficile. Moi, j'ai senti beaucoup... faut dire que ça a été, là, on n'est plus physiquement au Parlement ces derniers temps, bien sûr, depuis la fin de la session le 12 juin. Moi, je trouve que ça a été une fin de session complètement échevelée, folle. Je publie demain là, une entrevue avec un député de la région. Pour le mieux, pour le pire? Ben, c'est-à-dire, à un moment donné, il y avait... C'est un mélange de sauf qui peut, d'épuisement. Là. Tu sais, à un moment donné, il n'y a plus la perspective par rapport à certaines politiques. On a senti qu'on voulait absolument, il y a eu un menu législatif parce que c'était la fin d'un régime. Là. Littéralement, c'était la fin d'une époque caquiste, en tout cas, sachant pas ce qui allait arriver aux prochaines élections. Et, tu sais, c'était rendu, là, je veux dire, rappelons-nous, là, il y a un mois, on terminait là, avec... il y avait comme 4 jours pour étudier 8 projets de loi. Il y a eu des débats sur des boissons énergisantes, des choses qui auraient dû aller de soi. T'as des députés indépendants, Maïté Blanchette-Vézina, Pierre Dufour, Yuri Chassin qui sont venus lever le flag, la carte électorale. Il y a eu, c'était excitant. Quand on aime la politique, la joute, elle est là. Est-ce qu'avec le recul, on en a fait profiter la population tant que ça de finir de manière aussi presque chaotique? Bon, c'est un peu exceptionnel. Sinon, je retiens la forte présence du Parti québécois. Moi, ça m'a évidemment frappé dans la dernière année. Il faut se rappeler que depuis l'élection de Pascal Paradis en octobre 23, ils ont doublé leur effectif. Puis je reviens à ce que Rémi disait au débat des chefs en octobre 22. C'était cute, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était comme, il est nouveau, un peu, on apprend à le connaître et tout. Ils ont gagné. Ça a été le début là, d'une séquence. 4 élections partielles. Terrebonne en mars. Catherine Gentilcorps. On a eu après ça... Il y a eu Pascal Paradis avant ça aussi. Oui, absolument. Pascal Paradis en octobre 23. Catherine Gentilcorps en mars 24. Après ça, ça a été... la dame d'Anchicoutimi. Alex Boissonneau ouais. dans l'Arthabasca, il y a un petit peu moins d'un an, et en mars, Marie-Caroline Laflamme dans Chicoutimi. Alors, vraiment, cette espèce d'impression, et là, ce que ça a fait, mais c'est que, oui, on écoutait les libéraux, mais les libéraux ont été tellement pris dans la réalité, même s'ils sont l'opposition officielle, ils ont le plus de députés après la CAQ, mais c'est qu'à un moment donné, l'énergie était mise pour un caucus rendu à 7 députés, qui a été à 3, 4, 5, 6 au fil des 3 dernières années. Pour le Parti québécois, c'était je dirais, une importance démesurée de par l'enjeu, de par les sondages. Ils sont devenus un peu dans nos esprits l'opposition officielle à certains égards parce que, puis en plus, avec les déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon, pendant que le Parti libéral a été pris avec dans ses 2 propres courses, des changements de chef, tout ça, c'est sûr que ça a un petit peu... Alors ça, moi, je trouve que ça a coloré beaucoup l'ambiance. Puis il y avait un mot aussi, ça on a quand même vécu l'entrée officielle du Parti conservateur avec le passage de Maïté Blanchette-Vézina qui finalement a fait en sorte que ça donne aussi, pour expliquer aux auditeurs, c'est qu'Éric Duhem n'est pas élu. Hein? Donc là, ayant une députée affiliée à lui, ben là, ça voulait dire qu'il pouvait
davantage venir à l'Assemblée nationale, être invité par sa députée, faire des points de presse. Donc, 5 partis, c'est beaucoup à retenir aussi pour la course. 5 partis. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu l'as dit, qui a fait certaines déclarations qui ont fait réagir. Par rapport à cette campagne qui s'en vient, est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont adopter ce style d'y aller avec des grandes phrases ou est-ce que l'approche va être plus tempérée, nuancée, rassembleuse? Qu'est-ce qui serait la meilleure approche? Là? Bien, ça, c'est très intéressant. J'ai l'impression que Mme Fréchette s'est déjà exprimée comme étant rassembleuse lorsqu'elle dit « je vais le faire sans drama ». C'est un petit clin d'œil, un petit bilan de M. Legault, là, qui effectivement, à la fin, avait l'air un peu du monsieur fâché. Là. Moi, je continue à penser que les Québécois n'aiment pas les gens fâchés. Je pense qu'on a besoin de quelque chose. Puis moi, c'est le message à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est justement d'avoir succédé certaines déclarations, pas toujours, tu sais, souvent auto-généré. L'histoire de la plaventrisme des artistes. Il y a eu cette sortie un peu étrange là, sur le calcul par rapport au TGV. Il le dit lui-même, c'était son bilan de fin de session. Il dit... Philippe parlait parfois les élus eux-mêmes sous-estiment ce qu'ils créent comme bête par rapport aux médias. Et il a dit... une question a été posée. Un mauvais coup, M. Saint-Pierre Plamondon. Il a dit, vous savez, je suis très généreux dans mes réponses. Alors, il dit parfois, je génère un cycle médiatique que j'avais sous-estimé. Alors, c'est sûr que lorsqu'on dit je suis espionné par la GRC, il y a quand même le crime organisé et le Parti libéral. Mais ça, je pense que... Si tu penses pas que c'est calculé, ça, un peu? Moi, je pense qu'il est tellement convaincu. Je pense quand même qu'il y a une part de « oups, OK, je l'étudie de même, puis ça a été perçu comme ça ». Et la preuve, c'est que ça devient quand même difficile parce que le bilan, l'histoire du PLQ au crime organisé, moi, j'avais écrit dans une chronique, peut-être là, que ça frappe l'imaginaire puis ça permet de replacer l'idée que c'est pas parce que vous avez un nouveau chef avec Charles Milliard que tout est réglé. Puis bien sûr qu'il y a encore des enquêtes en cours pour le financement de la campagne de Pablo Rodriguez, mais au-delà de vouloir ramener ça dans les esprits, ça a été gros. Puis ça a fait en sorte qu'on a même fait de l'ombre au propre bilan du Parti québécois. Je pense pas que ça pouvait être souhaité à ce point-là. Avant qu'on se laisse, justement, si tu avais un bon coup et un mauvais coup à émettre au cours des dernières semaines, c'est quoi que tu as observé qui a pu justement marquer ton esprit? Ah, ça, c'est intéressant. Là. Il faut que je pense vite. De façon générale... Tout parti confondu. Moi, ce qui me frappe, c'est, je reviens à ça, mais on peut le critiquer, mais l'énergie, l'hyperactivité de Christine Fréchette, oui, on va dire, est privilégiée. Elle peut encore, il y a des pluies de millions parce qu'ils sont encore le gouvernement, mais vraiment de dire, puis son équipe le dit, nous, on arrive, le couteau entre les dents, élu le 12 avril, c'est pas vrai qu'on va prendre des vacances de bonheur, là. Cette espèce d'idée, vous savez, en politique, il y a souvent le 100 jours. On a comme cette image qu'on souhaite créer pour avoir une forme de bilan, de montrer qu'on s'est installé au pouvoir. C'était très court pour changer la perception de M. Legault. Moi, je pense qu'elle y arrive. Alors, pour moi, c'est un bon coup. Bien sûr, les oppositions la critiquent parce qu'ils disent, là, c'est de l'esbrouf, on sait bien, elle est partout. Mais c'est aux oppositions à s'adapter. Tu sais, un bon coup, moi, c'est Éric Duhaime sur sa demande pour des débats à Québec. Il a réussi, dans un débat local, qui a réussi à avoir une portée nationale. Le 15 juin, première fois, il lance ça dans une lettre ouverte en disant, « Hey, moi, je reçois les invitations ce temps-ci, là. 5 événements, tout à Montréal. On est la capitale nationale. » Il a écrit à tous les chefs, incluant la première ministre, ont adhéré à ça. On l'a appris hier que c'était maintenant une émission, 5 chefs, une élection. C'est peut-être pas suffisant aux yeux de M. Duhaime, mais, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que cette question-là aurait eu l'intérêt média en pleine session parlementaire régulière? Je ne crois pas. Mais... il est allé ailleurs. Il est allé chercher un consensus. Je disais que les gens, on aime ça, la transpartisanerie, les Québécois, je pense. On aime quand on dit, hey, c'est-tu quoi ce fois-là, là? Ils ont quand même mis ça de côté, puis les 4 chefs ont répondu de Ruba-Gazal à Éric Duhaime, on est d'accord? Quand même. Tu sais, ça frappe un peu l'imaginaire. Alors, moi, c'est ce que j'observe, c'est combien Christine Fréchette, elle est partout et d'une façon méthodique, pas trop de gaffe, là. La dernière gaffe, là, c'était pas une gaffe, là, c'était une épine dans le pied, c'était le rapport de la vérificatrice générale. Mais tu sais, il n'y a pas eu de temps. On peut pas dire qu'il y a eu des déclarations malheureuses alors qu'elle est quand même là tous les jours dans les médias. Et bien évidemment, le corollaire de ça, c'est
bonne chance aux partis d'opposition pour sortir leur épingle du jeu. Moi, je pense qu'ils se disent, regarde, on va tout aller en vacances, là. Puis quand on va faire des annonces, ça va être électoral officiellement. T'as raison, c'est vrai qu'on la voit beaucoup, Madame Fréchette. Et d'ailleurs, tous les chefs ont accepté de venir, ou presque, non, en fait, je pense pas mal tout le monde. On attend la confirmation de M. Milliard, mais ça semble s'aligner. On va les recevoir dans Bouchard en parle au courant de l'été, sauf, j'ai reçu un texto tantôt de l'équipe de Madame Fréchette. Alors, j'avais laissé une plage d'à peu près 1 mois pour qu'elle vienne à l'émission, et on me dit que ça serait pas possible. Elle viendra pas parler aux gens de Québec, au FM 93, du moins. Je trouve que la CAQ à Québec, en ce moment, ça va pas si bien que ça. J'aurais trouvé quand même intéressant qu'ils se prêtent à l'exercice et viennent parler et que la première ministre vienne parler à nos auditeurs. Ben écoutons. Hey, rapidement, au 25 de 2-6, on dit qu'il y aurait une auto en panne sur le pont La Porte. Et je regarde sur Waze et c'est effectivement très rouge sur la 20. Donc, si vous êtes à 20 km/h dans ce coin-là, c'est la raison. Armez-vous de patience si vous allez sur le pont. Merci beaucoup, Valérie Gaudreault. Merci, toujours un plaisir. Chroniqueuse au soleil, on va se parler encore durant l'été, puisqu'il risque d'arriver quand même des affaires. Là. Je sais que c'est les vacances et tout, mais il y a des blitzes de candidature. Il y a sûrement des gens qui vont peut-être faire des bons coups ou peut-être d'autres gaffes. On aura l'occasion de continuer. Puis c'est le fun de spéculer sur la politique. J'adore ça. Moi, je pars. J'ai un autre vendredi avant les vacances. Après ça, quand je vais revenir le 10 août, là, on va être carrément, là, ça va être reparti pour une raid. Toujours un plaisir de pouvoir en discuter avec toi. 11h30 dans Bouchard à part.